les choses. Il est quasiment Ok. 11h05. Betty, Amandine, je vous propose de commencer Yes. en espérant que les retardataires arrivent à récupérer le train en marche, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Je me présente, vous ne me voyez pas. Je suis Guillaume, je suis enchanté. En fait, je vais être le support de ce webinaire de ce matin. L'idée, c'est de parler de formation ton confinement. On est en plein dedans, hein. Je pense que je vais rien vous apprendre là-dessus. Ce matin, on va aborder deux thèmes. Donc, le FNE, dernière ligne droite. On en parle, les médias en parlent, tout le monde en parle. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous présenter ça et d'en reparler un peu plus dans le détail, peut-être de vous éclairer. Et surtout, la transformation nécessaire du mode d'apprentissage en entreprise. Qu'est-ce que le confinement et qu'est-ce que cette crise a changé pour vous, pour nous, pour beaucoup d'entreprises en France et même dans le monde. Et pour animer ce webinaire, j'ai la chance d'être accompagné par Amandine Couder et Betty Abiliou, qui seront nos deux intervenantes de ce matin. Je serai donc en support, vous n'allez pas m'entendre, ou moins très peu, mais par contre, je serai disponible sur le chat. Je pourrai répondre à vos questions, n'hésitez pas, ou les transmettre à Amandine pour éviter, et Betty pour éviter de couper le rythme, vraiment d'intervenir au bon moment. Mais n'hésitez pas, je suis disponible sur le chat. Donc voilà. Sur ce, Betty, Amandine, je vous laisse la main et bon webinaire à tous. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Allez, c'est parti. Du coup, je commence. Avant de me présenter, donc sachez juste que je vais plutôt m'occuper de la partie sur le FNE et préciser pourquoi on fait un webinaire sur le FNE, même si ça fait déjà 2 semaines qu'il est lancé. C'est important parce que ce FNE élargi a une durée de vie limitée. Et on est un peu donc effectivement sur la dernière ligne droite. Pourquoi le webinaire et le FNE sont importants? C'est parce qu'il est nécessaire vraiment de continuer à développer les compétences de vos collaborateurs. C'est parce qu'il est primordial de préparer la reprise et l'après-confinement, l'après-Covid. Et puis surtout parce qu'il est essentiel de garder le lien entre les collaborateurs et l'entreprise. On le sait, c'est prouvé, hein, le côté social et communication est un des plus gros handicaps, un des poids les plus lourds à porter quand on est en confinement. Donc sur la partie que je vais développer et j'essaierai d'être le plus claire et concise possible. Betty, du coup, toi, tu vas t'occuper de la transformation. Donc tout à fait, moi en seconde partie, donc j'interviendrai sur la nécessité de transformer le mode d'apprentissage en entreprise. On l'a bien compris avec le Covid, à travers toutes les formations distancielles qu'on est en train de pousser, que finalement c'est très important de revoir le mode d'apprentissage en entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de proposer des formations de façon continue, vraiment dans la durée, de proposer également des formations qui répondent aux nouveaux usages et également parce que il faut savoir que la génération Y représentera 75% de la population active d'ici à 2025. Donc vraiment les nouveaux usages sont très importants au sein de la formation. Ouais, tout à fait. Et du coup, on va se présenter quand même très rapidement. Donc, vous l'avez compris, moi, je suis Amandine. Je suis directrice du centre de formation Advice Training. Centre de formation, on travaille autant sur la partie création de contenu, animation, formation de formateurs, relifting de support et création de concepts et marketing de formation pour vraiment créer de l'engagement collaborateur. Et pour ma part, je suis principalement en animation des formations relations clients et prospection, vente et nouvelles méthodes commerciales. Et donc intervenant sur quelques parties aujourd'hui et surtout ravie d'être avec vous. Donc je suis Betty, je suis fondatrice du cabinet Innov Academy. Je suis experte en stratégie digital learning et en ingénierie pédagogique. Aujourd'hui, j'accompagne soit les entreprises et ou les organismes de formation à repenser en fait le mode d'apprentissage pour proposer vraiment des formations continues. Et donc avec nous, on a Guillaume qui s'est déjà présenté. Guillaume, qui est le directeur adjoint donc de l'agence Advice Training, qui est créateur de concepts formation. Il conçoit, il suit et il réalise les contenus de formation. Donc aujourd'hui, il est uniquement avec nous, mais il sera vraiment d'une grande aide sur la partie support pour recueillir toutes vos questions.
Exactement. Et bah du coup, c'est parti sur le FNE. Et en fait, on s'est dit que ça pourrait être vraiment sympa de pouvoir vous faire participer pendant le webinar, et notamment en créant, alors il n'y en a pas beaucoup, mais un petit peu, quelques sondages. Et l'idée là, c'est de savoir en quelques clics quel est aujourd'hui votre niveau de connaissance sur le FNE, pour qu'on puisse éventuellement nous adapter sur le contenu. Hop. Et donc, je vais clôturer 14. Voilà, au moment où je veux clôturer, bien sûr, on a un dernier vote. Merci à tous. Ouais, attention, je clôture. Tac, et je partage les résultats. Alors, vous avez les résultats qui sont partagés. Niveau débutant pour 42%, 32% en intermédiaire, et niveau expert, on n'en a pas. Alors, l'idée, du coup, on va essayer de répondre au plus de questions possibles. On espère avoir créé le support et qui vous permet d'être le plus clair possible. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, que vous en avez d'autres qui venaient après, surtout n'hésitez pas à revenir vers Guillaume, Betty ou moi-même avec vos questions. On sera ravis de vous répondre même après. Alors, c'est parti. Déjà, pourquoi le FNE? C'est déjà un contexte. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, on a 10 millions de Français qui sont au chômage partiel. Ça représente un salarié sur deux, et ça fait globalement 732 000 entreprises avec des salariés en activité partielle. Et du coup, ce dispositif aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il existe en fait déjà pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et on parle de FNE maintenant parce que l'État a décidé, pour nous aider, d'élargir à l'ensemble des entreprises avec des salariés en activité partielle cette aide. Et pourquoi l'État souhaite continuer à nous aider et à élargir, c'est qu'en fait, c'est pour vraiment développer les compétences des collaborateurs, surtout maintenir leur employabilité sans faire supporter aucun coût à l'entreprise. L'idée, c'est également vraiment de lutter contre le licenciement économique. Alors, du coup, une fois le contexte donné, quelles sont les entreprises qui sont concernées? Alors, c'est toutes les entreprises qui, vous l'avez compris, du coup, ont des collaborateurs en chômage partiel, qui sont issus du secteur privé, de toute taille, donc vous l'avez compris, moins de 250, plus de 250. Et en fait, finalement, il s'agit tout simplement de toutes les entreprises qui ont reçu un accord de la Directe en amont d'autorisation d'activité partielle en raison de la pandémie. Amandine, j'ai juste une question. Donc, tu parles de chômage partiel. Est-ce que les collaborateurs qui sont en chômage technique et je dirais total sont concernés également par le FNE? Alors, ouais, effectivement, très bonne question. En fait, il y a un petit souci de mots, entre guillemets, puisque sous chômage partiel, on entend qu'il y a une partie activité de travail, activité chômée. Et effectivement, vous pouvez bénéficier de l'aide, même si votre collaborateur est en chômage total. Tout à fait. Ok, super. Alors, pour ce qui est des formations qui sont concernées par cette aide, toutes les formations, qu'importe les thématiques, donc thématiques métiers, thématiques logicielles, les langues, développement pro, développement perso, à partir du moment où elles se font à distance, évidemment. On va également parler de toutes les actions de formation de toute nature, y compris les formations du coup qualifiantes et certifiantes. Du coup, qu'est-ce que une action de formation? Il faut aussi quand même le préciser. Une action de formation réelle, ça doit pouvoir justifier du coup d'un parcours de formation, des exercices, une montée en compétences des collaborateurs évidemment, des évaluations, et tout cela par un parcours, tout cela grâce à un accompagnement pédagogique, technique ou humain. Ça veut dire aussi que les formations qui sont non tutorées ne rentrent pas dans ce champ d'application. C'est-à-dire, on ne peut pas regarder une vidéo ou un TEDx, il n'y a pas d'action réelle de formation. On a également les formations sur toutes les durées qui sont possibles. Alors, évidemment, à distance, on aurait plutôt tendance à privilégier les formations courtes pour capter l'attention au maximum des collaborateurs, quitte à ce qu'elles soient sur plusieurs semaines. En revanche,
la formation ne peut pas excéder la durée d'autorisation d'activité partielle. Pardon Amandine, Non, j'ai je une t'en autre prie. question. Quand tu nous dis que toutes les formations, peu importe la thématique, sont concernées par le FNE, est-ce que les formations dites obligatoires, réglementaires sur la sécurité et l'hygiène sont concernées par le FNE? Alors, les formations sécurité, hygiène, en fait, à la base, elles sont financées par l'employeur puisqu'elles sont obligatoires. Donc, du coup, non, elles rentrent pas dans ce processus. En revanche, on a encore un quid, on en attend une réponse quant aux formations réglementaires et obligatoires de certains secteurs, notamment par exemple banque assurance, parce que l'idée serait aussi de pouvoir profiter de la période non travaillée de ses collaborateurs pour pouvoir justement répondre à cette obligation de formation dans ces secteurs. Il pourrait être aussi d'ailleurs être état du fait que cette obligation de formation serait décalée d'une année. Ok. Et est-ce que les formations de type coaching peuvent également rentrer dans le cadre du FNE? Alors, les formations de type coaching, en fait, rien que sur le mot coaching, normalement, non, de base sur un coach. En revanche, il peut faire partie de la prise en charge, là, dans cette aide, si le coach fournit les éléments d'action de formation, comme on le voyait tout à l'heure, avec un parcours, des évaluations, un bilan pédagogique, des recos, etc. Ok. Tout à fait. Alors, les collaborateurs concernés, donc, ce sont tous les salariés qui sont évidemment du coup en activité partielle, vous l'avez compris, qu'ils soient en CDI ou en CDD, demeurant en activité jusqu'à l'expiration de la durée de la convention. Ça, c'est important parce qu'effectivement, à partir du moment où l'État met à notre disposition une aide conséquente, on parle quand même de 500 millions d'euros qui a été donné pour cela, du coup, l'État demande vraiment un réel engagement de la part de l'entreprise. L'idée, c'est de lutter aussi contre le licenciement. On demande un engagement des entreprises de conserver évidemment les collaborateurs qu'on aura formés. Ce qui est logique. Il ne faut pas oublier que quand vous allez former les collaborateurs, il faut absolument que vous ayez leur accord écrit. Pourquoi? Parce que normalement, effectivement, vous n'avez pas le droit de former un collaborateur sur une période non travaillée. Et donc là, vous avez l'obligation d'avoir leur accord écrit. Leur accord écrit n'est pas à fournir, on le verra tout à l'heure dans les démarches, mais n'est pas à fournir lorsque vous envoyez votre demande d'aide aux OPCO ou à la directe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sont exclus du coup les collaborateurs en alternance, les travailleurs non salariés, les auto-entrepreneurs, les salariés qui ne sont pas au chômage partiel évidemment et les demandeurs d'emploi. D'accord. Amandine, j'ai une question. Donc, du coup, les collaborateurs qui sont en chômage partiel ou technique, qui vont suivre une formation donc en dehors de leur temps de travail, est-ce qu'il va falloir les rémunérer différemment, étant donné qu'ils vont se former en dehors du temps de travail? Très bonne question. Alors en fait légalement non, parce que c'est l'État qui va du coup qui finance finalement ce temps non travaillé déjà puisqu'il rémunère, il aide les entreprises. Donc non, mais vous avez tout à fait la possibilité en tant qu'entreprise de pouvoir leur faire bénéficier d'une prime qui sera en fait finalement une indemnité de prime et une indemnité légale assujettie au même droit qu'une prime traditionnelle. Donc libre à vous. Ce qui peut donner encore plus envie aux collaborateurs de suivre la formation. Ok, merci. Je t'en prie. Du coup, la période d'application de cette aide. Alors, en fait, le régime dérogatoire donc élargi du FNE, il est lié à l'activité partielle et non déjà à la période de confinement. C'est-à-dire que globalement, si lors de votre activité, malgré le déconfinement, vous allez à cause d'une économie un petit peu plus faible, continuer à laisser certains de vos collaborateurs en activité partielle, vous pourrez donc continuer à bénéficier de cette aide jusqu'à fin décembre 2020. Si, en revanche, vous stoppez l'activité partielle de vos collaborateurs à compter en fait du 11 ou une semaine après, 11 mai ou une semaine après, de vos collaborateurs, vous
l'État vous propose quand même de pouvoir faire bénéficier de cette aide et le fait que votre collaborateur continue sa formation et ce jusqu'au 31 mai 2020. D'accord. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si après le 31 mai 2020, le collaborateur n'a pas fini sa formation et qu'il la continue, comment ça se passe par rapport au financement? Alors, si effectivement, vous stoppez l'activité partielle, on va dire au 15 mai. Il a commencé sa formation, vous avez eu l'accord, on commence la formation en distanciel, vous bénéficiez de l'aide. Ensuite, on va passer toujours soit, c'est votre choix, en présentiel ou en distanciel. On continue jusqu'au 31 mai. Par contre, effectivement, si la formation doit continuer sur juin, auquel cas, l'aide se fera au prorata du temps de la formation sur soit la période en activité partielle jusqu'au 31 mai et après sur juin, ce sera aux frais directement du coup de l'entreprise. Ok. Amandine. Oui. J'ai 3 questions, mais il y en a 2 qui sont liées au délai, donc je vais en profiter. Donc Julie, je ne vous oublie pas, mais je vais reprendre ça de Coraline et de Soulkaina qui nous demandaient par rapport au délai. Est-ce que la date de fin correspond à la date globale de l'activité partielle ou est-ce que c'est individuel en fonction de chaque salarié? C'est individuel en fait au niveau de chaque salarié. On le verra, les demandes elles se font au global pour l'ensemble de vos salariés. On le verra après parce que c'est pour faciliter les démarches. En revanche, lors du bilan, vous allez fournir un bilan qui va déterminer une date de fin et une date de début plutôt d'abord et une date de fin par collaborateur et par formation. Donc l'aide se fera ensuite au prorata effectivement par collaborateur. D'accord. Et donc je pense qu'on a répondu à la deuxième question par rapport au délai. Quid du FNE au-delà du mois de mai? Donc, encore une fois, là, on parlait du 31 mai et de l'application donc jusqu'en fin décembre 2020. Et je pense que tu as répondu à cette question aussi. Ouais. Effectivement, notamment dans les secteurs tourisme, restauration, etc. Il y a quand même globalement, malheureusement, hein, on pense aussi fort à eux, de grandes chances que les activités partielles continuent. Et donc, du coup, ils ont vraiment la possibilité de former leurs collaborateurs sur la période chômée et ce jusqu'à fin décembre 2020. Puisque c'est lié à l'activité partielle et non à la période de confinement. Super. Eh ben, je te relaisse là. Super, merci. Alors, justement, les éléments financiers. La prise en charge de l'État est de 100% des coûts pédagogiques. Cette aide, elle n'est pas plafonnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût unitaire ou horaire maximum. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les formations de moins de 1 500 € par collaborateur sont acceptées automatiquement. C'est-à-dire que globalement, en fait, l'aide, elle n'est pas plafonnée à 1 500 ou elle n'est pas égale pile à 1 500. Vous pouvez tout à fait faire une demande de 800 € et ce jusqu'à 1 500 €. Elle sera automatiquement acceptée par la directe et l'OPCO. En revanche, si vous faites une demande pour un montant supérieur à 1 500 €, là, effectivement, les OPCO ou la directe vont étudier un petit peu plus votre demande, mais s'engagent à peu près normalement à respecter quand même un délai de 72 heures pour vous répondre. Ils se sont vraiment mobilisés. Hein. Avant, on n'avait que la directe qui répondait. Les OPCO sont venus renforcer pour justement faire face aux nombreuses demandes et essayer de répondre dans des délais les plus restreints possibles, sachant que d'habitude, c'est à peu près 15 jours. Je voudrais quand même aussi rebondir sur les 1 500 € si on parle de hors taxe tout TTC. En fait, tout dépend si la structure est assujettie ou non à la TVA. Si la structure est assujettie à la TVA, on va donc parler de 1 500 € TTC, soit 1 250 € hors taxe. Amandine, j'ai une question. Donc, tu nous disais que les OPCO ou la directe vont nous répondre dans un délai de 72 heures. Si on n'a pas de réponse, est-ce qu'on peut se dire que les formations sont validées et que le financement est OK? Non. Malheureusement pas. On va pas vous conseiller de jouer à cela entre guillemets. Non, ça vaut pas. Là pour le coup, la non-réponse ne vaut pas accord. Il faut vraiment attendre le retour de votre direct et de votre OPCO, tout simplement parce que en plus, c'est grâce à cela que vous aurez la convention de formation, dont on va parler juste après. Hop.
Alors, le process du coup de prise en charge, c'est l'entreprise qui va payer l'organisme de formation et recevoir ensuite l'aide financière de la part de son OPCO ou de la directe. Et cette aide, en fait, elle va être versée en 2 fois. 50% au démarrage de l'action de formation, puis 50% après la réalisation et la production du bilan qui vous sera fourni par le centre de formation. Oui, je t'en prie, Betty. Ouais, j'allais te poser la question. Enfin, pour les entreprises, ça peut représenter quand même des sommes très importantes à avancer auprès des organismes de formation. Est-ce que là-dessus, tu aurais un conseil ou un tips pour Ouais. aider le financement? Bien sûr. En fait, dans l'idée, c'est que tout le monde est un peu mobilisé aussi, c'est-à-dire que à la fois les entreprises, mais aussi les centres de formation. Je pense qu'il faut faire preuve de solidarité dans ces périodes un petit peu compliquées. Globalement, déjà de base, il y avait beaucoup de centres de formation qui se faisaient rémunérer à la fin de la prestation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir voir avec l'organisme de formation que vous aurez sélectionné pour qu'il puisse accepter le fait de se faire rémunérer également à la fin de la prestation. Et il y en a beaucoup qui acceptent, évidemment. D'accord. Voilà sur les coûts, j'espère qu'on a été clair sur cela. Et ensuite, la démarche, très simplement. Alors, en premier point, ça va être d'établir votre plan de formation selon les besoins identifiés en amont. Et on va parler vraiment de l'intégralité de vos demandes pour en faire ensuite une seule demande qu'on verra. Vous allez ensuite contacter les centres de formation que vous aurez sélectionnés pour leur demander des devis. Vous allez intégrer l'ensemble de vos besoins et des devis en une seule demande de subvention, déjà parce que ce sera plus simple pour vous et ce sera surtout plus simple pour les OPCO la directe de traiter votre demande. Et puis, vous envoyez tout simplement ensuite cette demande directement à l'OPCO ou à la directe. Alors, OPCO ou direct. L'idée, on va vous conseiller, puisque de plus en plus d'OPCO interviennent, de commencer par demander à votre OPCO. Si jamais il vous dit que c'est encore la directe qui est en charge du dossier, là pour le coup, vous pourrez demander à la directe. Oui. J'ai une question concernant donc de la prise en charge par le FNE. Est-ce que nous pouvons cofinancer nos formations? Non, il n'y a pas de cofinancement possible. L'idée, c'est qu'on va être sur, par exemple, plusieurs points. Si effectivement, par exemple, vous aviez fait une demande et que votre OPCO avait accepté de prendre en charge votre formation avant le FNE élargi, du coup, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide du FNE. Et il en va de même pour les formations CPF. Si effectivement vous avez une formation qui est déjà prise en charge dans le cadre du CPF, vous ne pouvez pas demander une aide auprès du FNE. Si vous n'avez pas fait encore vos démarches auprès du CPF, par exemple pour une subvention, on va plutôt vous conseiller du coup d'aller essayer de prendre l'aide du FNE pour conserver les crédits de vos collaborateurs. Ok, merci. Et puis, vous n'avez pas aussi de limite en termes de nombre de salariés. Vous pouvez très bien faire la demande pour un salarié en activité partielle, tout comme vous pouvez le faire pour l'intégralité de vos collaborateurs. Alors, cette démarche ensuite, comment elle se passe? La convention de formation. En fait, en retour du coup de cette fameuse demande à la directe ou à l'OPCO, celle-ci va vous envoyer une convention qui va prévoir plusieurs éléments, notamment la part des salariés concernés versus le nombre de salariés dans l'entreprise, pourcentage, les actions de formation visées. Là, n'hésitez pas à demander au centre de formation que vous avez sélectionné de vous aider à travailler ces points-là. Le nombre total d'heures de formation, les dates de début et de fin de réalisation du programme, le montant des coûts pédagogiques qui vous sont octroyés, et puis surtout, et point très très important, les informations que vous aurez à fournir lors du bilan pour le paiement du solde. Ça, c'est très important parce que du coup, c'est les éléments qui vont vous permettre de bénéficier du solde. N'hésitez pas, là encore une fois aussi, à prévenir en amont le centre de formation que vous aurez sélectionné pour qu'il puisse vous apporter le bon bilan. Globalement, ce qui normalement devrait y avoir dedans, c'est le nom des collaborateurs qui auront suivi cette action de formation,
Le détail des actions de financement, date de formation, début, fin, effectif, formation certifiante ou non, et le coût des formations. Il y a un point qui est important à noter, c'est que globalement, on peut penser que ce bilan peut différer selon les formations et selon les OPCO. Mais n'hésitez pas à l'envoyer directement et au plus vite au centre de formation. Là-dessus, il me semble également, Amandine, que tu pourras envoyer un exemple de convention et de bilan type. Tout à fait. Tout à fait. On a à la fois la demande de financement qu'on vous enverra, qu'on mettra en lien. Alors c'est une demande relativement simple, hein, avec une dizaine d'éléments à remplir. Donc vraiment c'est pas compliqué, c'est relativement rapide. Et puis on vous enverra effectivement un exemple de convention qui globalement devrait être à 80-90% celui que les OPCO utiliseront. Ok. Voilà, pour faire bref, si on reprend un petit peu en résumé le FNE qui veut dire Fonds national pour l'emploi, on est sur du coup une formation qui doit avoir absolument lieu pendant la période chômée. On est sur une formation qui doit forcément se faire à distance. La formation doit réellement être une action de formation, comme on vous l'a expliqué. Les formations de moins de 1 500 € par collaborateur vous seront acceptées automatiquement. L'accord de votre collaborateur est obligatoire et ça vraiment c'est très très important. Et la demande auprès de votre OPCO et de la directe devrait normalement de se faire avant le 11 mai. Alors j'avoue, on croise un peu les doigts pour qu'il y ait un délai prolongé, mais voilà, le temps pour en profiter est encore très très court. Du coup, Guillaume, est-ce que, avant de faire un petit sondage, est-ce que Guillaume, il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Oui, j'ai une question assez spécifique de la part de Julie. Oui. En fait, je vais la reprendre dans sa globalité. Hein. Lors de l'établissement de la DAP, si les renseignements demandés sur l'OPCO n'ont pas été complétés, est-ce bloquant pour les demandes FNE? Elle met une petite précision, la validation de la directe pour l'AP a bien été validée. Donc, encore une fois, l'idée de qui est-ce qui prend le dessus? L'OPCO, la directe, comment ça se passe? Alors, j'aurais tendance, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire que c'est l'OPCO qui va prendre la dernière décision. J'ai pas la. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est comme il y a l'aide a été mise en place il y a 2 semaines seulement. Au début, c'était la directe. Maintenant, c'est l'OPCO. Il y a beaucoup de choses qui changent aussi au dernier moment. Ce que je nous propose avec Betty aussi, enfin et tous les trois, c'est de vérifier cette information pour être sûr de ce que j'avance et de revenir du coup vers. Alors, j'ai plus le prénom. Je suis désolée. Julie. C'est Julie. Voilà, vers Julie avec une réponse exacte. Ouais, pas de souci. Si ça vous va. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Guillaume? Bah pour l'instant, c'est clair. On avait une autre question qui nous demandait les formations obligatoires à la sécurité ne seraient pas finançables. Donc, j'ai commencé à donner des éléments de réponse, de bien confirmer qu'elles ne rentreront pas dans le financement du FNE. Mais sinon, pour l'instant, tout est clair de mon côté et du chat aussi. C'est ça, les formations sécurité hygiène, elles sont vraiment obligatoires et c'est une obligation de l'entreprise. Donc, le FNE ne pourra pas effectivement financer ces formations-là. Elles doivent rester à la charge de l'entreprise. D'accord. C'est plutôt clair. Alors, attends, je regarde. Il y a un peu de mouvement. Je ne sais pas si c'est une question ou pas qui va arriver. Alors, ça, c'est une très bonne question. Nous entendons donc parler de différentes dates, le fameux 31 mai. Est-ce que c'est la date avant laquelle les formations doivent être validées, réalisées entièrement pour les collaborateurs? Ou comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on se base sur décembre? Est-ce qu'il y a un autre critère qui va arriver? Donc voilà, peut-être refaire un point sur le timing et délai. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on n'essaierait pas de se remettre sur la slide aussi? C'est vrai que c'est des notions qui sont pas simples. J'ai peut-être pas été j'ai peut-être pas été assez claire et j'en suis désolée. Alors, l'idée, elle est vraiment liée, oublier en fait globalement, finalement, oublier l'idée du confinement et du Covid. Partez vraiment sur l'idée de activité partielle ou non. Si vous décidez de continuer à laisser vos collaborateurs en activité partielle, vous pouvez bénéficier de l'aide du FNE jusqu'à fin décembre 2020.
Si, en revanche, vous stoppez l'activité partielle de vos collaborateurs, normalement, l'aide s'arrête à ce moment-là. Mais l'État a proposé gentiment d'aller un petit peu plus loin et auquel cas, vous bénéficiez de l'aide jusqu'à ce que la formation soit finie et notamment, il faut qu'elle soit finie du coup avant le 31 mai 2020. Et si elle n'est pas terminée avant le 31 mai 2020 et qu'elle glisse, ce sera donc financé au prorata jusqu'au 31 mai 2020. C'est exactement ça. Est-ce que c'est plus clair? Oui, je pense, on va demander, mais oui, je pense que ça répond bien à la question. J'ai une autre question là de Coraline qui est arrivée. C'est plus un avis qui nous demande, vous ne trouvez-vous pas que ce FNE formation intervient assez tard? Savez-vous si beaucoup d'entreprises l'utilisent, quid des salariés en production pour qui la formation à distance est plus compliquée? Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, vas-y. Moi, de mon côté, on est dans la 7e semaine de confinement. Le FNE a été mis en place il y a 2 semaines, donc à partir de la 5e semaine, je pense qu'en effet, le gouvernement avait besoin de temps pour établir et mettre en place ce financement de formation. Donc évidemment, ils n'auraient pas pu le mettre en place au bout d'1 semaine. Ça nécessitait beaucoup de réflexion. Donc oui, pour nous, entreprises, on va trouver que ça arrive quand même relativement tard. On aurait aimé que ça arrive plus en avance, mais j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Et aujourd'hui, ce dispositif-là peut être en place jusqu'au 31 mai, voire jusqu'à la fin de l'année. Donc, ce qui laisse encore quand même, je dirais, minimum 1 mois pour profiter de ça. Donc, en 1 mois, vous pouvez quand même déjà former beaucoup de collaborateurs. Et jusqu'à la fin de l'année, ça vous laisse quand même une marge de manœuvre importante et intéressante pour financer vos formations. Et pour continuer dans cette réponse, Coraline demandait aussi si on sait s'il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Et effectivement, on peut pas vraiment partir sur le fait qu'il y en a beaucoup, puisque les OPCO sont venus un petit peu en SOS pour répondre au nombre de demandes. Vous voyez, apparemment, il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui demandent. Et pour rebondir aussi, attention, c'est vraiment un élargissement du FNE qui est intervenu, sachant que le FNE existait déjà avant pour des entreprises de moins de 250 salariés. Yes. Alors, ce qu'on va vous proposer, du coup, c'est encore de vous faire intervenir, on aime bien, et de vous proposer un petit sondage qui est lié, du coup, à cette fin de partie sur le FNE, et notamment de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans vos démarches de FNE. Alors, Guillaume, tu peux nous le lancer, s'il te plaît? Yes. Top, merci. Hop. On aime bien avoir votre avis. Donc voilà, à date, où est-ce que vous en êtes du financement FNE de votre formation? Ma demande est envoyée. Je dois justement l'envoyer. Je réfléchis encore ou je ne suis pas concernée. Hop. J'ai clôturé et je vous partage les résultats de suite. Alors, on a 2 demandes effectivement qui ont été envoyées, même 2 pour je dois justement envoyer ma demande. On a 5 qui réfléchissent encore. N'hésitez pas à nous dire sur le chat pourquoi et qu'est-ce qui vous fait réfléchir. Et puis 4 qui ne sont pas concernés. Alors, soit c'est parce que je vous ai donné des éléments qui malheureusement vous montrent que vous n'êtes pas, soit et ça va faire une super transition, vous êtes plus intéressé par le sujet 2 de la transformation nécessaire de la formation, qui est donc le sujet de Betty. Alors, juste avant de commencer sur Betty, excuse-moi, on va faire un petit tour sur le chat. C'est vrai qu'on a plus de précision. Donc, on a certains qui disent, voilà, nous attendions la confirmation d'éléments auprès des OPCO pour communiquer auprès des collaborateurs. Sinon, il y en a qui disent qu'ils fonctionnent au cas par cas avec leurs clients. Donc, les organismes de formation ne sont pas très réactifs. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué à ce niveau-là aussi. Il y a un sujet qui revient assez souvent, qui est que les collaborateurs ne sont pas concernés parce qu'ils sont tous en télétravail et donc pas en période de chômage partiel. C'est vrai qu'il y a pas mal de gros groupes qui fonctionnent comme ça. Nous, de notre côté, on l'entend comme ça aussi. Et félicitations aussi à toutes ces entreprises qui y en a beaucoup qui auraient pu prendre le choix de mettre les collaborateurs en activité partielle, mais qui ont tout fait pour que leurs collaborateurs continuent à travailler à 100% et à distance. Et bravo.
Totalement. C'est vrai que c'est pas une période facile et que les entreprises ont réussi à s'adapter. Donc, c'est plutôt une belle réussite. Sinon, on a aussi des attentes du process de l'OPCO pour savoir Mhm. comment envoyer la demande de financement. Et ça aussi, c'est une très belle remarque de savoir, en fait, quand est-ce que l'activité va reprendre. C'est vrai qu'on a un peu ce quid de se dire, voilà, on est le 30 avril, est-ce que à partir du 11 mai ou de mi-mai, je vais pouvoir reprendre une activité, donc le chômage partiel va s'arrêter. Donc voilà, c'est vraiment ces questionnements de timing, de faire une demande et de pouvoir la mettre en place avant le mois de mai. Ouais, totalement. Bah, c'est vrai que tout le monde navigue un peu toujours dans le flou, on avance au jour le jour, donc c'est vrai que c'est pas simple de se projeter. Encore une fois, si vous souhaitez aussi qu'on vous aide et essayer de trouver les éléments de réponse, n'hésitez pas à revenir vers Guillaume, Betty ou moi-même. Ce sera avec plaisir. Et même si vous Yes. n'avez pas une visibilité sur les prochains mois pour l'activité partielle, vaut mieux faire quand même la demande, même si vous savez pas ce qu'il en sera à partir de fin mai. Comme ça, si c'est validé, au moins vous pourrez quand même dérouler les formations. Et si finalement ils reprennent l'activité à 100%, ce sera à vous de juger si oui ou non vous voulez financer cette formation-là pour votre collaborateur. Donc n'hésitez pas quand même à faire les demandes sans même avoir une très très bonne visibilité. Ouais, en fait, tu parles plus de faire une demande préventive, de se dire, voilà, j'ai pas de visibilité, mais au moins j'ai fait la demande et si elle est validée et si le chômage se prolonge, Tout à on fait, aura ouais. Ok, ok. Là, j'ai deux autres commentaires qui parlent du fait que ça va dépendre aussi des collaborateurs du matériel informatique Ouais. qu'ils vont avoir à leur disposition. C'est vrai que c'est un vrai quid de matériel. Est-ce que je peux le faire sur mon téléphone personnel? Est-ce que je peux le faire sur un ordinateur fourni par le travail? Donc ça, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent assez Bah là, souvent. étant donné que le FNE doit forcément, enfin, c'est forcément une formation qui se fait en dehors du temps de travail, la question que ce soit un téléphone pro ou pas ne se pose en fait plus. On sort vraiment du cadre sur le temps de travail. Donc, en effet, il faut juste voir avec le collaborateur quel outil est-ce qu'il a à sa disposition chez lui pour pouvoir suivre la formation. Mm, mm. Yes. Et alors, j'ai deux petites remarques et après je te rends la main, Betty. Mais non, cette idée, Vraiment, ouais. il y a une très bonne remarque par rapport à la géographie en fait. Notre OPCO, donc il y a un OPCO qui a indiqué en fait qu'il pourrait y avoir des différences selon les régions. Donc, par exemple, la région la région Mhm. PACA, où il y a peut-être un fonctionnement différent. Mais nous, c'est vrai qu'on l'a présenté de façon générique. Ouais. Est-ce qu'on a plus de détails là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose de Non, régional, national? Comment ça se en, passe? en- En fait, effectivement, hein, c'est vrai qu'on vous donne les éléments les plus génériques et ce qui s'applique à notre sens au maximum. Maintenant, effectivement, ça reste la directe ou votre OPCO qui va décider. Et comme on le voyait sur la convention de formation, elles peuvent différer selon les OPCO. Donc, il y a des éléments aussi selon les OPCO qui peuvent différer également selon les régions. Tout à fait. Ouais. Mais ce qu'il a été quand même demandé, hein, c'est que de la part de l'État, c'est que les directs et les OPCO soient à la fois les plus réactifs et deux, notamment acceptent automatiquement les demandes de moins de 1500 euros. Mais il peut y avoir effectivement des différences. Ouais, tu vois, là, on a une confirmation qu'en Occitanie, il y a un process qui est légèrement différent. Donc, ça serait intéressant Bah, de ouais, faut comparer, de voir ça. Ouais. absolument en numéro un contacter de toute façon votre OPCO, savoir s'il est conventionné et s'il est en capacité d'accepter vos demandes de financement FNE. Il vous donnera toutes les informations et auquel cas vous pourrez soit envoyer la demande directement à l'OPCO ou à la directe, mais contactez l'OPCO pour avoir un maximum d'informations. Tout à Yes. fait. Super. Ok. Alors, Je regarde. merci. Merci Amandine. Ah, Je vais me merci à permettre vous. je vais me permettre de redonner la main, hop, à Betty. On va se remettre Super. sur les bonnes slides. Tac. Et Betty, je te laisse la main. Super, merci. Donc dans cette seconde partie, on va parler de la nécessité de transformer le mode d'apprentissage en entreprise. On a bien vu pendant cette crise sanitaire du Covid-19 que finalement la formation 100% présentielle ne suffit pas. Malgré tout, on est dans une situation quand même, je dirais, très extrême puisqu'aujourd'hui, on cherche à pousser des formations 100% distancielles, digitales.
L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de repenser le mode d'apprentissage en proposant des formations de façon continue, pas forcément des formations 100% digitales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile en fait d'avoir les collaborateurs ensemble en même temps dans une salle de formation. Et ainsi, si vous utilisez le digital au service de l'apprentissage pédagogique, vous allez pouvoir créer des formations vraiment sur la durée pour optimiser l'ancrage des connaissances et la mise en pratique des compétences qu'ils auraient développées, soit en présentiel, soit en digital. Ce qui est important de savoir, c'est que le lendemain d'une formation, on a déjà oublié 50% du contenu. Une semaine après, on a oublié 90%. Donc là, vous comprenez en quoi vraiment l'apprentissage de façon continue est très, très important. Il faut savoir également que 10% de ce que nous apprenons tout au long de notre vie vient de la formation. 20% des échanges avec nos pairs et 70% en situation de travail, on the job. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, vous allez pas attendre 2 mois avant de participer à une formation pour apprendre à réaliser un tableau croisé dynamique, par exemple. Vous allez directement demander à un collègue de vous aider, de vous montrer, ou vous allez chercher sur YouTube un petit tuto. Donc voilà, la formation vraiment de façon continue va vous permettre d'optimiser l'ancrage et d'intégrer des modules en effet en digitaux pour favoriser l'ancrage et la mémorisation. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important, on en a pris conscience en effet que le 100% présentiel ne suffit plus, mais ce qui est important d'avoir en tête, ce sont ces faits-là et également de connaître quelles sont les tendances de la formation pour vous accompagner sur la création de votre stratégie de refonte de formation. Donc, je vous ai préparé ici les 10 grandes tendances de la formation 2020. Donc, la première tendance, évidemment, c'est la digitalisation des contenus. Pourquoi? L'objectif, c'est vraiment de diffuser un maximum de contenus et de rendre disponibles les contenus de formation pour les collaborateurs vraiment à tout moment quand ils en ont besoin et qu'ils soient accessibles. Le deuxième point, c'est la libération des contenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises ont vraiment aussi un rôle de développer et de maintenir l'employabilité de vos collaborateurs. D'ici à 5 ans, on mesure à peu près, on sait que 50% des métiers n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est important de mettre à disposition une bibliothèque de contenu pour vos collaborateurs pour qu'ils puissent se former sur les sujets qui les intéressent. La personnalisation, donc c'est très important aujourd'hui, donc on parle de digitalisation énormément, de pouvoir former plus d'apprenants. Toutefois, la personnalisation doit vraiment être très présente. Par exemple, sur un parcours de formation, vous pouvez débuter par un quiz d'auto-positionnement pour permettre d'évaluer déjà le niveau de départ de votre apprenant et lui proposer un parcours sur mesure. 2 apprenants n'ont pas le même niveau de connaissance et vont pas forcément suivre les mêmes modules de formation. Donc la personnalisation va vraiment être importante pour faire adhérer vos apprenants sur la durée. La formation collaborative vs le social learning. Donc le social learning, on le connaît à peu près tous. C'est la possibilité à partir d'une formation de pouvoir la liker, la commenter, la partager. La formation collaborative, ici, l'objectif, c'est de mettre à disposition des collaborateurs des outils qui vont leur permettre de créer eux-mêmes des petites formations et de transmettre leur savoir à leurs collègues. On parle d'entreprises apprenantes. C'est vraiment donner la possibilité, oui, aux collaborateurs de partager au maximum leurs connaissances et leur savoir. En 5, le blended learning, qui est à mon sens vraiment une tendance de la formation très, très importante puisqu'ici, la formation, l'apprentissage continu est clairement établi. Le blended learning, c'est quoi? C'est un mix de formation en digital et en présentiel. Donc ça veut bien dire un parcours de formation sur la durée. La gamification, donc en fait, plus on va digitaliser, plus on va chercher quand même à créer une expérience, une émotion auprès de l'apprenant. Plus il y a d'émotions, vous le savez, plus l'apprenant va ancrer et apprendre. Donc, au travers de la gamification, c'est très important d'essayer de gratifier au maximum vos apprenants, que ce soit dans l'avancement de leur parcours de formation à travers des badges, des trophées, des battles entre apprenants, et vraiment de créer, je dirais, une certaine interactivité et challenge avec vos apprenants. La 7e tendance, c'est Atawadak. Atawadak, ça veut dire quoi? Anytime, anywhere, any device, any content. Aujourd'hui, il faut absolument essayer de proposer des formations à vos collaborateurs qui soient disponibles à tout moment, depuis n'importe où
depuis n'importe quel device, PC, ordinateur, tablette, et de pouvoir accéder à n'importe quel type de contenu, que ce soit de la vidéo, que ce soit des documents, etc. La 8e tendance, c'est l'expérience utilisateur et l'UX design. Quand vous allez créer une formation ou choisir une plateforme, il faut vraiment réfléchir à l'expérience utilisateur, c'est-à-dire permettre à l'apprenant en 2-3 clics maximum de trouver l'information nécessaire et également arriver sur une plateforme qui soit quand même sexy, séduisante, sur laquelle il a envie de rester et de continuer à apprendre. Le 9e point, ça va être le marketing de l'offre. Donc là, c'est davantage pour les directions de la formation. Marketer son offre va vraiment permettre aussi de susciter l'envie et l'engagement auprès des apprenants qui vont ne pas subir la formation comme une contrainte et une obligation, mais essayer de donner vraiment et de créer de l'envie auprès des apprenants. Le 10e point qui reste évidemment essentiel, c'est le présentiel expérientiel. L'objectif ici, c'est vraiment de garder évidemment des moments en présentiel, mais la posture du formateur doit changer. Il est davantage sur une posture de coach où il va accompagner les apprenants à échanger ensemble, à trouver eux-mêmes les questions à leurs réponses et surtout à les faire mettre en pratique ce qu'ils auraient pu voir via un parcours en digital en amont. Donc le présentiel expérientiel est vraiment très important. On doit vraiment vivre une expérience à travers le présentiel quand on se réunit tous ensemble. Merci Betty pour ces 10 tendances, c'est top. Et je crois qu'après on va parler justement notamment de digitalisation vraiment de la formation. Et il me semble que du coup on a un nouveau petit sondage pour vous demander justement si vous avez déjà mis en place une formation en digital. Donc on a oui, tous mes contenus sont déjà digitalisés. Oui, certains de mes contenus le sont. Non, mais je me pose des questions. Non, mais je ne sais pas par où commencer. Eh oui, je vais me permettre, hop, je clôture maintenant et je vous partage les résultats de suite. Merci. Voilà. Donc, pour la plupart, en effet, vous avez déjà intégré du digital dans vos contenus de formation, que ce soit avant, pendant, après. Donc, j'imagine que c'est tout type de contenu digital, de la vidéo, du quiz en ligne, etc. Et certains qui se posent en effet encore des questions sur l'utilité de digitaliser la formation. J'ajouterais encore un dernier point, c'est vraiment avoir cette logique d'apprentissage continu et d'utilisation des nouvelles technologies du digital au service vraiment de l'apprentissage. L'objectif, c'est d'optimiser l'ancrage. Et aujourd'hui, une formation pure présentielle ne suffit plus et on oublie très rapidement en fait le contenu de ce qu'on a pu voir. Merci. Si les deux personnes qui se posent des questions souhaitent développer ces questions dans le chat, qu'elles n'hésitent pas, on sera aussi ravis de pouvoir y répondre ou revenir vers nous ultérieurement encore une fois. Tout à fait, n'hésitez pas, ouais. Top. Merci d'avoir participé à ce sondage. Et Betty, du coup, je te relaisse la parole. Yes. Donc aujourd'hui, il y a deux méthodes, je dirais, principales, surtout dans la période du Covid, qui est soit de transposer vos parcours de formation présentielle en digital. Donc soit vous allez transposer les parcours, soit vous allez les recomposer. Par rapport à la transposition des contenus, en fait, la première réaction, c'est de trouver des modalités alternatives proches de celles que vous utilisiez habituellement en présentiel. Donc typiquement, voici un exemple. Quand vous avez un cours magistral en présentiel, le plus simple de digitaliser ça, ça va être de créer une vidéo d'expert ou de mettre à disposition un document numérique qui va être téléchargeable et consultable par vos apprenants. Quand vous avez un cours en salle où le formateur va poser quelques questions, on a des échanges, là, vous pouvez en effet créer une classe virtuelle. Pour tout ce qui va être travaux dirigés, vous pouvez mettre en place un outil collaboratif sur lequel vos apprenants vont travailler ensemble. Sur la partie exercice individuel, il suffit de créer un e-learning personnalisé que vous allez diffuser auprès des apprenants et ils vont le faire en toute autonomie. Et enfin, pour les évaluations continues, vous allez basculer sur un quiz en ligne. Donc là, on le voit, c'est une façon assez simple et je dirais
rapide de transposer très rapidement les contenus de formation présentielle en digital. Par contre, attention, parce que ça nécessite, enfin, c'est vraiment, c'est réalisé dans la précipitation, je dirais, et donc vous n'allez pas atteindre une optimisation d'apprentissage importante. Ça va vraiment pas être la solution optimum et surtout pas la solution pérenne. Je conseille fortement à ceux qui ont transposé leur formation présentielle en digital de bien se dire que c'est temporaire et qu'à la fin du confinement, quand vous aurez le temps, vous allez vraiment retravailler ces contenus de formation-là. Donc, l'idéal pour nous, c'est de recomposer les parcours de formation présentielle. Pour cela, vous allez commencer par définir ou redéfinir les objectifs pédagogiques. Quand on se dit qu'une formation présentielle doit passer en 100% digital, c'est peut-être le moment de se dire si les objectifs pédagogiques sont toujours les mêmes. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir ensuite redécouper chaque contenu en objectifs pédagogiques. En fait, quand on digitalise une formation, la granularité est bien plus importante que pour une formation présentielle. Il va falloir également distinguer ce qui est des activités collectives et des activités individuelles. Également distinguer ce qui est du pur savoir de la théorie, du savoir-être et du savoir-faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vraiment pouvoir choisir la modalité la plus adaptée pour transmettre le message, l'objectif pédagogique de votre formation. Privilégiez également le synchrone pour les moments d'échange plutôt que le magistral. Encore une fois, plus il va y avoir du digital, plus l'humain en fait va être important également dans la formation. Vous allez pouvoir également donc reconcevoir l'intégralité des contenus de formation, que ce soit des quiz, des vidéos, de la réalité virtuelle, pourquoi pas, des podcasts, etc. Il va falloir également donner des signes de présence, c'est ce que je vous disais, malgré la distance. Et moi, je vous conseille en fait de donner des plages d'horaires de disponibilité auprès de vos apprenants pour qu'ils puissent vous joindre sur des questions à la fois techniques et ou pédagogiques. N'oubliez pas d'évaluer l'acquis des connaissances de vos collaborateurs à chaque étape en fait de la formation. À chaque fois que vous avez fini un objectif pédagogique, n'hésitez pas à envoyer un quiz d'évaluation des connaissances. Et surtout, n'oubliez pas de mesurer l'efficacité de la formation à travers des évaluations à chaud et à froid. Et du coup, Betty, juste avant de la slide, si je comprends, enfin, toi, en tant qu'expert, du coup, selon toi, il vaut mieux transposer ou recomposer? Donc clairement, il vaut mieux recomposer. Ça va vous permettre d'avoir une nouvelle formation, avec un apprentissage optimum. Malgré tout, et évidemment par rapport au contexte et au degré d'urgence, peut-être que c'est la transposition, enfin qu'il faudra commencer par la transposition et une fois que vous aurez le temps, repenchez-vous sur la formation pour la recomposer. Mais je conseille fortement la recomposition. Ça marche, merci. Donc pour ceux également qui n'auraient pas eu le temps ou qui n'ont pas forcément non plus les compétences en interne pour recomposer ou transposer vos formations, certains ont fait appel et ont décidé de choisir des organismes de formation externes pour mettre à disposition un catalogue de formation temporaire. Là-dessus, je vous invite à avoir certaines précautions. La première, c'est de vérifier que le catalogue ou la plateforme est disponible de façon opérationnelle très vite. Très vite, pardon. Faites appel, n'hésitez pas également à contacter quelqu'un de votre support informatique pour vous assurer que la plateforme ou l'outil répond bien également à la sécurité de votre entreprise. Il est également important de s'assurer avec l'organisme de formation que vous avez sélectionné que vos apprenants pourront bénéficier d'un accompagnement individuel, ce que je vous disais à la fois sur la partie technique ou pédagogique. Assurez-vous également que le catalogue pourra s'intégrer avec les contenus sur mesure que vous avez déjà en place et pourquoi pas également s'intégrer avec les outils que vous utilisez déjà au sein du service formation. Pardon. La dernière recommandation, évidemment, là, on veut faire les choses très vite. Les budgets ont été très fortement coupés, ça on le sait. Donc le gratuit, c'est bien, mais sincèrement, n'en faites pas le critère principal dans le choix des outils. Encore une fois, vos collaborateurs qui vont se former à distance pour la première fois, si l'expérience est mauvaise, ça va être très compliqué, de récupérer ensuite les apprenants. Chat dans la gorge. Pardon, je vais boire un. Ouais.
Effectivement, si je rebondis sur le fait de récupérer effectivement les apprenants, globalement, le sentiment, l'émotion la plus dure on le dit aussi en relation client, hein, à transformer de manière positive, c'est la déception. Tout à fait. Donc pour continuer, à mon sens, on a vraiment pris conscience, donc il faut revoir les modes d'apprentissage en entreprise. C'est le moment, en tout cas dès que vous aurez le temps, prenez le temps, posez-vous pour assurer la continuité pédagogique de façon pérenne au sein de votre entreprise. Pour ça, commencez par analyser votre offre de formation de façon quantitative et également qualitative. C'est important en fait de tout de suite distinguer quelles sont les formations sur lesquelles vous avez tous les ans beaucoup d'apprenants. Est-ce que cette formation-là intègre principalement du savoir-être ou du savoir-faire? Et est-ce que cette formation a un enjeu très important pour vous? Si demain vous la supprimez, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez analysé cette offre-là, vous pourrez très facilement prioriser les formations que vous pouvez refondre, moderniser à travers donc du distanciel, du digital, mettre en place des parcours blended, etc. Et c'est une fois que vous aurez fait ce travail-là que vous pourrez vous pencher sur le choix des outils. Les outils, évidemment, ils sont propres à votre besoin. Il va falloir identifier les fonctionnalités que vous attendez de ces outils-là et également choisir des outils en fonction de la cible, de votre cible d'apprenant. N'oubliez pas également la culture digitale au sein de votre entreprise et la culture learning. Est-ce qu'ils sont assez à l'aise avec les outils digitaux ou non? Auquel cas, il faudra choisir également des outils très très simples et intuitifs. Et je crois d'ailleurs, Betty, que tu as un petit cadeau, puisque c'est de nous présenter quelques outils justement sympathiques à utiliser. Et en plus, Oui, tout à il y a eu fait. une demande sur le chat, donc c'est très bien. Ouais, j'ai essayé, je me doutais, en général, on cherche toujours des outils simples, pratiques à mettre en place. J'ai essayé de prioriser, en tout cas, de sélectionner pour vous les outils que moi j'utilise, et que j'ai pu tester. Donc ici, vous allez, voir, plusieurs outils. Je vous les enverrai également, évidemment, dans le support. Ce sont des outils qui vont permettre de créer des vidéos, soit des vidéos, motion design, soit de réaliser des interviews, soit d'ajouter des quiz, par exemple, sur une vidéo déjà existante. Donc, tous ces outils-là, ça concerne la vidéo. Vous en avez des gratuits, d'autres des payants. Vous verrez, je vous enverrai toutes les informations, mais ce sont les meilleurs outils en tout cas pour ce qui concerne la vidéo. Ensuite, vous avez 4 outils que j'utilise ou que j'ai pu utiliser qui s'appellent Ooklap, Bicast et Klaxoon et Kahoot, qui sont des outils en fait qui vont vous permettre de dynamiser vos présentiels, mais également de dynamiser la formation à distance à travers des quiz, des petites évaluations pour permettre également d'évaluer la connaissance des collaborateurs. Donc ça, ce sont vraiment des quiz en ligne ou en live. Hop. Concernant des outils également qui vont être, je dirais, Atawadak, donc disponibles depuis n'importe quel device. Vous avez Bdiz et Teach on Mars, qui sont des plateformes mobile learning qui vous permettront de créer très facilement et rapidement du contenu de formation et de pouvoir également le diffuser et d'accéder au reporting de vos apprenants. Je vous ai également ajouté 3 outils pour la création pure de contenu e-learning. Pour créer des cours, vous pouvez utiliser la solution Articulate, la solution Rise ou la solution ThinkLink, qui sont des outils, encore une fois, très très simples à l'usage. Et pour ceux qui ont déjà des plateformes LMS, vous pouvez créer via ces outils et les plugger sur votre plateforme pour avoir le suivi. Évidemment, quand on parle distanciel, on a besoin également d'avoir des outils qui vont remplacer en fait les feuilles de présence. Donc, je vous ai mis 2 solutions, DocuSign et EduSign, pour pouvoir recueillir en effet qui a participé à la formation en distanciel. 2 autres outils qui sont des plateformes LMS, mais des plateformes LMS qui vont pouvoir gérer à la fois la partie digitale et distancielle. Donc, vous avez LearnIBox et également la solution RiseUp. Concernant, oui, pardon, le marketing de l'offre, je vous ai mis donc 2 autres outils, Genially, Canva pour créer des affiches, très simplement ou encore une fois une petite, vidéo, une infographie, publier des stats. Vous pouvez utiliser ces 2 outils, donc Genially, Canva, très simple à l'utilisation et vraiment, sexy. Webroom, je vous ai mis un seul outil pour réaliser en fait des classes virtuelles jusqu'à 12 participants. C'est gratuit et sans inscription. Webroom.
La solution MindMaster, là, c'est pour faire du mind mapping, pardon. C'est un outil collaboratif qu'on aime bien utiliser également en digital. Slack, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça va vous permettre d'intégrer la partie social learning de façon gratuite et très fluide. Et enfin, deux solutions pour réaliser des évaluations à chaud et à froid, ça va être la solution Socrative 100% gratuite ou une solution Did You Enjoy qui est payante mais également très efficace. Donc là, j'ai couvert à peu près l'ensemble des outils qui vont être nécessaires pour digitaliser, blender votre offre de formation. Merci. Un dernier point là-dessus, donc ça fait beaucoup de sujets quand on veut revoir et moderniser le mode d'apprentissage en entreprise. N'oubliez pas et sachez que vous n'êtes pas tout seul. Il faut absolument que vous travailliez, que vous appuyez également sur vos prestataires. Ils sont là pour vous aider à refondre les parcours de formation. Appuyez-vous également sur les managers pour créer des contenus de formation sur mesure. Ils seront ravis de participer également à la création de contenu puisque c'est un enjeu pour eux d'avoir des collaborateurs au sein de leur service qui sont compétents. Appuyez-vous absolument sur le service informatique pour assurer que les outils sont OK et qu'ils rentrent au service de l'entreprise d'un point de vue sécurité. Et enfin, appuyez-vous sur le service communication pour réaliser toute la partie marketing de l'offre, mais également toute la partie UX design des plateformes que vous allez sélectionner. Voilà, j'ai été assez rapide. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations. Est-ce que, Guillaume, on a eu des questions? Oui, par rapport à… En fait, on a une question assez spécifique sur la recherche des outils. Est-ce que tu avais une reco sur un format, enfin, sur un outil qui permettait des formations à Tawadac, sachant que tu as parlé des Teach on Mars et je ne me rappelle plus de la plateforme, je suis désolé, mais c'est vrai que tu les as présentés. Et pour répondre à une deuxième question, oui, on indiquera sur le PowerPoint à quoi correspondent les différents outils. Là, c'était vraiment pour présenter les outils succinctement et de façon claire et efficace. Ouais. En effet, avec le détail de chacune des plateformes et à quoi elle correspond et qu'est-ce qu'elle permet de réaliser. Ouais. Ça, on vous l'enverra vraiment. Le support qu'on vous enverra après le webinaire sera encore plus complet que ce qu'on vous a montré là, par faute de temps également. Mais oui, chaque outil, en fait, je l'ai bien détaillé sur ce qui vous permettra de réaliser. Pour les outils, s'ils sont à Tawadac ou non, il y a des milliers d'outils qui existent sur le marché. J'en ai sélectionné juste quelques-uns. En tout cas, tous ceux qui sont sélectionnés et présentés sur la présentation qu'on vous fait aujourd'hui sont tous à Tawadac. Et Amandine, est-ce qu'on n'aurait pas un petit sondage là pour avant de continuer? Évidemment, on vous ferait intervenir une dernière fois, je crois, de toute façon. Rassurez-vous. Mais c'est pour vous demander effectivement si pendant la crise sanitaire, du coup, est-ce que vous avez transposé vos formations présentielles? Est-ce que vous les avez recomposées? Est-ce que vous avez éventuellement externalisé votre offre de formation en digital ou aucun des trois? Et je clôture. Hop, et je vous montre les résultats tout de suite. Alors, donc pour la plupart, en effet, aucune des trois. Je pense que certaines entreprises, en effet, attendent la fin du confinement pour reprendre telles que vos formations habituelles, telles qu'elles étaient déjà avant le confinement. 2 personnes externalisent, une personne qui a transposé et qui a recomposé. Donc finalement, je trouve que c'est assez homogène. Enfin, chacun a testé différentes choses. Donc, écoutez, le principal, c'est quand même d'avancer. Mais vraiment, ouais, je vous dirais de prendre le temps après le Covid, de bien repenser le mode d'apprentissage en entreprise et d'optimiser davantage la formation. Merci beaucoup. Yes. Alors, puis, Amandine, est-ce que je te redonnerais pas la main pour voir une application, on va dire, un peu plus concrète de ce que nous a présenté Betty? C'est ça, exactement. Alors, on va le faire assez rapidement parce que vous avez, pour vous permettre de repartir si vous le souhaitez. Mais effectivement, nous, on a eu l'occasion du coup de digitaliser avec Betty du coup certaines de nos formations et notamment avec une offre qui s'appelle maintenant Métis, qui est le digital par Advice. Et donc, on a digitalisé des choses comme la vente, comme la relation client, la relation prospect, etc. Et
En l'occurrence, on va vous présenter un cas pratique sur la prospection. Nous, ce qui nous faisait très très peur et ce pourquoi on avait besoin d'être aidé aussi, c'était de se dire que en présentiel, on a un ADN qui est relativement fort et notamment avec 4 points principaux. Le premier étant vraiment de créer des concepts de formation, marketer nos supports, de proposer des formations qui soient réellement et vraiment 100% sur mesure. Autre point pour nous qui est important, c'était de créer vraiment incentive et coaching avec du coup un maximum d'adhésion et de dynamique dans la formation. Et enfin, de créer vraiment une expérience de formation. Et on avait pas mal du coup de craintes sur le fait de digitaliser nos supports parce qu'on avait peur de perdre notre ADN. Et puis finalement, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout à fait conserver, et c'est ce qui s'est passé, nos 4 items hyper importants en termes d'ADN et même d'en rajouter, ce qui finalement nous a permis de rajouter le fait de pouvoir proposer des nouveaux usages, le côté flexibilité et adaptabilité à la formation. D'autant que sur des cibles qui sont conseillers commerciaux, conseillers relations clients, etc., le fait de pouvoir s'adapter à eux et le fait qu'ils puissent justement être flexibles dans l'usage de la formation, c'est un vrai plus. Et puis, ça permet de travailler encore plus sur des vrais leitmotifs de notre activité, qui est l'engagement collaborateur, parce que finalement, c'est le collaborateur qui consomme et donc qui s'engage à la consommation. Donc finalement, en fait, ça nous a, grâce à Betty, confirmé le fait qu'on pouvait tout à fait conserver notre ADN, même aller encore plus loin, et ce, par la formation digitale. Et pour rentrer du coup rapidement dans un cas concret, comment on a digitalisé la partie prospection téléphonique. Alors, en l'occurrence, pour vous répondre sur cette formation, on l'a recomposée. Je trouve les bons termes. Alors, nos formations en prospection téléphonique, avant, c'était 2 jours. Et aujourd'hui, c'est devenu 4h30 de formation qui sont réparties du coup avec 1h30 de formation et 3 heures de coaching. On est sur 8 à 10 participants par session en présentiel, alors qu'on est à X participants par cours en distanciel, évidemment. On est sur des thématiques abordées en groupe, alors qu'on est sur des thématiques abordées seules ou en groupe au choix en distanciel, mais ce sont les mêmes. On est toujours, et ça on est hyper content, on a conservé nos incentives de fin de formation pour garder la dynamique et la cohésion. Le présentiel, on va être sur un suivi collectif, alors que sur le distanciel, l'avantage, c'est qu'on va être sur un suivi personnalisé. Et le présentiel, on va être sur une diffusion sur 2 jours. Après, on peut évidemment faire des piqûres de rappel en présentiel. Et sur le distanciel, on va être diffusé sur 4 semaines au rythme du coup du collaborateur. Et après, comment ça se transpose finalement sur ces 4 semaines d'apprentissage. Il y a une première semaine où on va lancer finalement la classe virtuelle et la communication. Alors finalement, c'est quoi C'est le lancement de la communication du concept de formation, et la classe virtuelle, ça va être le kick-off qui va servir de brise-glace, qui va permettre déjà de lancer la dynamique avec une prise de parole, de permettre aux stagiaires, s'ils ne se connaissent pas, de faire connaissance et commencer par un atelier. Ensuite, on va être sur le module numéro 1, en l'occurrence sur ce sujet de prospection téléphonique. On va être sur des tests de personnalité, un peu dynamiques, un peu changeants pour le coup, et une partie aussi sur la relation client. Pourquoi ? Parce que on reste convaincu pour nous qu'on peut pas faire une bonne prospection si on n'a pas déjà, on n'est pas déjà convaincu de l'importance de la relation client. Ensuite, sur le modèle 2, on va être sur de la prospection du coup téléphonique, évidemment, les bases, quelques rappels, et puis exercice, coaching et correction. Sur la semaine 3, on va lancer un module qui sera sur le savoir téléphoner et le fait de apprendre à rester soi-même. C'est comme ça qu'on est meilleur au téléphone, enlever des craintes qui sont aussi liées à la prospection téléphonique, tout en sachant qu'on peut aussi travailler. Là, on a mis prospection téléphonique, mais on pourrait très bien travailler sur la prospection LinkedIn ou la prospection mail, et donc des prospections un petit peu différentes. Le module 4, on va spécifiquement faire du coaching sur les nouveaux discours à travailler. Évidemment, nous, on est contre les discours pré-écrits. Alors oui, pré-écrits, il faut préparer son discours, mais qui sont en tout cas obligatoires. On est sur le fait que chacun doit
donner un discours qui lui correspond et que c'est vraiment en étant soi-même qu'on donne le plus envie à un prospect d'acheter et donc de vraiment rester soi-même et de créer son propre discours. Donc de nouveau avec exercice, correction, coaching. Et puis dernière semaine, classe virtuelle, incentive, etc. qui peuvent différer selon le public que l'on a. Et la réelle, enfin pour finir sur effectivement sur cette digitalisation de la prospection téléphonique et de notre offre Métis, c'est que et du coup pour l'avoir testé, on a eu la chance de la tester, c'est que ça a vraiment levé tous nos freins et nos craintes qu'on avait avant la digitalisation, qui étaient liées à 2 points forts: comment je conserve l'humain et comment je conserve quand même la cohésion d'équipe. Et Betty nous a vraiment aidé à trouver les bons outils et le bon format pour conserver l'humain, qui effectivement, je le confirme, y est toujours, et donc c'est génial, et la cohésion et la dynamique d'équipe. Et donc voilà sur le sujet que l'on a proposé. Alors, je crois pas qu'il y ait de questions, Guillaume. J'ai pas le. Non, il n'y a pas de questions. Ça veut peut-être dire que tout était très clair. L'avantage, c'est que ça permettait de voir vraiment concrètement comment ça prenait forme, en fait. Comment on passait d'un programme 100% présentiel à quelque chose de distanciel, mais en gardant ce côté humain qui est très fort à Advice. Je regarde. Alors, attends, on va peut-être avoir des interrogations. N'hésitez pas, hein, même pour donner votre avis sur. Voilà, c'est très gentil de dire que ce webinaire est très utile et efficace. Merci, ça nous fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On espère qu'on n'a pas été trop long. Voilà, j'allais dire, Amandine, Betty, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas aussi. Non. Je pense que c'est. Vas-y, Betty, je t'en prie. Non, juste merci à tous d'être venus, de vous être intéressés. On espère en tout cas vous avoir accompagné. On s'est dit surtout avec Amandine et Guillaume comment est-ce qu'on peut aussi accompagner nos clients, les prestataires, enfin voilà, vraiment l'écosystème des entreprises sur tout ce qui est en train de se passer pour vous donner vraiment un maximum d'infos et trucs et astuces pour avancer de façon pérenne quoi, sur la durée. Exactement. Et puis, on a été ravis, en tout cas, de partager ce moment avec vous. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, vous n'hésitez pas. Et puis, surtout, profitez très, très bien de votre journée de demain, de profiter de la fête du travail. Ouais. Et merci Amandine, merci Betty. Je rajouterai juste, prenez soin de vous, de vos proches en ce moment, c'est important. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, envoyez-nous un mail. Nous, on va se permettre de vous envoyer le PowerPoint complété avec encore plus d'infos, avec des détails sur les outils, avec voilà des infos plus. On va mettre aussi à disposition le replay du webinar si vous voulez le partager ou le re-regarder pour voir si vous avez peut-être manqué des infos. N'hésitez pas aussi. Et puis, moi, je vais vous dire à très vite. Merci encore Betty. Merci encore Amandine. Merci à toi aussi, Betty. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci Guillaume pour ton aide. Je vous en prie. À très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.